De profondes mutations politiques et culturelles ont transformé le paysage social de la fin du 20e siècle. L'autonomisation des jeunes, l'avènement de plus en plus précoce de l'adolescence et la disparition ou le déplacement temporel des marqueurs de l'entrée dans l'âge adulte ont engagé les sociologues et les psychologues à identifier un nouveau groupe d'âge, les jeunes adultes. Comme les trajectoires individuelles menant à l'âge adulte sont de plus en plus hétérogènes et qu'elles ne passent plus nécessairement par le mariage, la parentalité, la décohabitation ou le commencement d'une carrière, des chercheurs tels que Stéphanie Gaudet considèrent cette phase transitoire comme un processus plutôt que comme l'accès à un statut. Depuis les années 2000, aux États-Unis, le psychologue Jeffrey Jensen Arnett tente pour sa part d'introduire le concept du Emerging Adulthood afin de remplacer l'appellation trompeuse Young Adulthood qui renvoie en littérature à un lectorat adolescent plutôt que jeune adulte. Parallèlement, une récente initiative éditoriale états-unienne témoigne de l'intérêt croissant pour une littérature attachée à raconter l'entrée dans l'âge adulte. En novembre 2009, l'équipe de St. Martin's Press lançait un concours pour offrir une plateforme à d'aspirants auteurs s'inscrivant dans une nouvelle niche, la New Adult Literature. Ces fictions devaient mettre en scène de jeunes adultes de 18 à 25 ans, fraîchement sortis du high school et investir des thématiques plus osées que celles qui avaient jusqu'ici formé la trame narrative du Young Adult. Générant des romans d'amour affublés de couvertures aux allures de harlequin, ces livres suscitent énormément de questions quant à ce qui démarque la production New Adult des romance novels, si ce n'est le choix de protagonistes récemment entrés dans l'âge adulte. Il apparaît que ces ouvrages, qui font irruption sur la liste des best-sellers, répondent partiellement au concept du Emerging Adulthood élaboré par Arnett. Dans le cadre de cette communication, j'explorerai conjointement les phénomènes de la New Adult Literature et du Emerging Adulthood. Bien que la New Adult Literature manifeste l'existence d'une catégorie d'âge dont on entend encore trop peu parler et qu'elle vient en quelque sorte colmater une brèche dans l'offre littéraire, on ne peut ignorer le contexte artificiel à l'origine de sa création. C'est bien afin de remplir des objectifs mercantiles que St. Martin's a lancé son concours. Quant au concept du Emerging Adulthood, nombreux sont les penseurs à en souligner les failles et les carences. En effet, que dire de cette prétention à l'universalité de la théorie d'Arnett? Peut-on vraiment envisager ce stade de vie à l'échelle de toutes les cultures et de toutes les classes confondues? Est-ce que les échantillons d'Arnett, majoritairement états-uniens, sont généralisables? Et pourquoi ajouter une nouvelle expression, ni moins complexe, ni moins ambiguë, à la pléthore terminologique existante? Est-ce que le terme Young Adulthood ne représente pas déjà adéquatement ce stade de vie se déroulant entre l'adolescence et l'âge adulte? Si les sociologues et psychologues peinent encore à catégoriser nettement le jeune adulte, ou comme dirait Arnett, l'adulte émergent, il en va de même pour son pendant littéraire. Selon Leslie Kaufman, la classification problématique de la New Adult Literature s'expliquerait par sa nature hybride. The books fall into a non-defined territory between adult and children's literature, and there is no obvious place for them in bookstores. Even within publishing houses, new adult authors are being split between children's and adult divisions. Le flou de la New Adult Literature s'apparente donc à celui affectant la Young Adult Literature, tout en liant la catégorie littéraire à l'audience dont elles font mention, leur lectorat dépasse grandement les limites de leur appellation. La New Adult et la Young Adult attirent toutes deux un lectorat crossover, soit formé de préadolescents, d'adolescents et d'adultes. Étudier de concert les concepts de New Adult Literature et du Emerging Adulthood nous pousse à interroger l'appellation Young Adult Literature. Il semble que l'industrie littéraire ait détourné la formule de son acception véritable. Plutôt que de référer, comme son nom l'indique, au début dans l'âge adulte, cette période qui, selon Galland, Erickson et Gauthier, commencerait autour de l'atteinte de la majorité et s'étendrait dans la vingtaine pour se poursuivre parfois jusque dans la trentaine, la Young Adult Literature vise un public adolescent. Voici les questions donc, que je repose et qui ont été posées dans ce que Fanny a lu. Le corpus jeune adulte états-unien traite des réalités propres à l'adolescence par le biais de protagonistes de cet âge et au sein d'une forme relativement simple et accessible. Alors pourquoi, chez nos voisins américains, rassemble-t-on la fiction pour adolescents sous la bannière jeune adulte
au lieu de privilégier les termes adolescent literature ou teenage novels. Alors que la segmentation de la littérature en catégories d'âge appartenait autrefois au champ de la littérature jeunesse, avec l'avènement de la New Adult Literature, ces enjeux de fragmentation semblent avoir envahi jusqu'à la littérature pour adultes. On peut se demander si cette segmentation croissante se présente comme une conjoncture temporaire du marché du livre, ou bien si nous assistons vraiment à une stratification progressive qui mènerait éventuellement à de nouvelles catégories. Trouverons-nous bientôt des romans pour personnes âgées, pour jeunes parents, pour cinquantenaires et pour retraités? Comment savoir si la Young Adult Literature, la New Adult Literature et, par extension, le morcellement croissant des lectorats représentent des phénomènes passagers ou annoncent plutôt des changements profonds et définitifs dans le paysage littéraire? Allons du côté du concept de Emerging Adulthood. Donc, selon Jeffrey Jensen Arnett, la terminologie actuelle servant à décrire l'entrée progressive dans l'âge adulte est inexacte. Dans son ouvrage du même nom, il défend que l'expression Emerging Adulthood décrirait plus adéquatement cette transition. Arnett réfute d'abord l'usage du terme late adolescent ou en français de l'adolescent parce que, argumente-t-il, les adultes émergents ont bel et bien dépassé le stade de l'adolescence. Ayant acquis une certaine indépendance, ils font face à des responsabilités et une maturité nouvelle. Le terme Young Adulthood serait quant à lui problématique. Loin de faire consensus, il désigne des réalités diverses et, en ce sens, ne peut que se révéler imprécis. Je cite Arnett, The Young Adult section of the bookstores contains books aimed at teens and preteens. The young adult group at a church or synagogue might include people up to age 40, and young adult is sometimes applied to college students aged 18 to 22. Such diverse uses make young adulthood confusing and incoherent as a term for describing a specific life stage. Using emerging adulthood allows us to ascribe a clear definition to a new term and a new life stage. Arnett envisage le Emerging Adulthood comme une nouvelle conception du développement pour la période allant de l'adolescence tardive jusqu'à la progression de la vingtaine en privilégiant les 18 à 25 ans et qui serait caractérisée par de multiples changements ainsi qu'une pluralité d'avenues à explorer. 4 révolutions seraient à l'origine de ce nouveau stade de développement. La révolution technique, la révolution sexuelle, la révolution féminine et la révolution de la jeunesse. Avec les avancées technologiques du 19e siècle, l'économie se transforme dramatiquement. Une bonne part des travailleurs du milieu industriel doivent se réorienter dans le secteur des services, en plus de se spécialiser pour répondre aux nouvelles exigences technologiques. Afin de s'assurer une meilleure position sur le marché du travail, les jeunes tendent à se scolariser davantage et, de fait, commencent leur carrière plus tardivement. Ainsi, l'indépendance financière, un des facteurs traditionnels de l'accès au rang adulte, est, elle aussi, retardée. Quant à eux, la révolution sexuelle, les luttes féministes et la démocratisation des moyens de contraception changent radicalement le rapport des femmes au mariage et à la maternité. Avec davantage d'options de carrière, leurs trajectoires deviennent beaucoup plus hétérogènes qu'auparavant et, comme trouver mari et concevoir des enfants ne constitue plus la seule voie à envisager, les critères de la parentalité et du mariage ne garantissent plus nécessairement l'accès au stade adulte. Finalement, le baby-boom et les mouvements pour la jeunesse qui s'en suivirent modifient les rapports entre les jeunes et les adultes. Dorénavant plus nombreux et plus influents, les jeunes développent leur culture propre et font de leur trajectoire une priorité. Les critères recensés par Arnett pour retracer l'origine du développement de ce nouveau stade de vie sont à peu près les mêmes que ceux élaborés par les sociologues et psychologues ayant réfléchi au développement du Young Adulthood. Pour sa part, Arnett insiste sur la prolifération de nouvelles possibilités et des libertés permises par ce nouvel âge qu'il articule autour de 5 caractéristiques spécifiques: l'exploration de l'identité, l'instabilité, la focalisation sur soi-même, le sentiment de l'entre-deux et l'optimisme. Qui plus est, dit Arnett, les marqueurs de l'entrée dans l'âge adulte ayant changé, ceux-ci passeraient désormais par 3 impératifs: accepter ses responsabilités, savoir prendre des décisions autonomes et être économiquement indépendant. Mais comme il s'agit d'un processus s'actualisant différemment pour chaque individu, par prudence, Arnett étend les balises de l'âge du Emerging Adulthood jusqu'à la fin vingtaine.
Tel que mentionné plus tôt, depuis la première formulation de sa théorie dans les années 2000 et malgré ses réajustements et rééditions postérieures, Arnett a vu s'élever un grand nombre de détracteurs. Dans un texte de 2008 intitulé Changes in the Transition to Adulthood in the UK and Canada, James Coté et John M. Biner envisagent le concept d'Arnett comme un épiphénomène plutôt que comme une nouvelle catégorie sociologique. The growing phenomenon of floundering, whereby one job after another is tried, can be seen as a natural response to the risks associated with declining prospects in an increasingly uncertain labor market. Ainsi, ce qu'Arnett envisage comme l'émergence d'un stade de vie ne serait, selon eux, qu'une réponse temporaire aux conditions précaires du marché économique. De plus, Coté et Biner croient qu'Arnett se méprendrait en considérant ce stade de flottement comme un moratoire désiré plutôt que subi par les adultes émergents. Au contraire, dit-il, cette période d'indécision découlant d'une conjoncture instable montrerait à quel point les jeunes sont impuissants face à leurs nouvelles conditions. Pour expliquer la situation des adultes émergents, Coté et Biner suggèrent donc des arguments purement structurels. As a cohort, je sais pas comment prononcer ça, cohort, young people are denied viable sources of financial independence until their late 20s, and social anomie has created widespread identity confusion as a new normal state of affairs, which is mistaken by observers like Arnett to be a new developmental stage with its own epigenetic logic and function. Dans une étude subséquente intitulée The Dangerous Myth of Emerging Adulthood, James Coté postule qu'Arnett se méprend sur la gravité des problèmes vécus par les jeunes cohortes. Ainsi, en présentant la temporisation de l'accès à l'âge adulte comme un choix plutôt que comme une contrainte, les autorités responsables sont encouragées à pratiquer le statu quo au lieu d'élaborer des politiques publiques qui pourraient faciliter la situation des jeunes. Comme dit Coté, Arnett reduces the churning experience by young people to identity explorations with various types of jobs, rather than seeing their actions as coping with exploitative job situations. Pour leur part, Hendry et Cloep prétendent que les recherches d'Arnett ne fonctionnent que pour des jeunes issus de la classe moyenne et que certaines cultures ne sont aucunement touchées par ce phénomène prétendument universel. Toutefois, dans une étude postérieure à l'article de Hendry et Cloep, Arnett prend soin de réajuster le tir. Ainsi, nuance-t-il, Emerging adulthood is not a universal part of human development, but a life stage that exists under certain conditions that have occurred only quite recently and only in some cultures. Il affirme néanmoins que le stade du Emerging adulthood ne tardera pas à se généraliser à l'échelle mondiale. Aussi, à l'inverse d'Arnett, qui prétend que le devenir adulte constituerait un point de non-retour, Hendry et Cloep argumentent que ce retard de l'atteinte de l'âge adulte n'est pas une prérogative des emerging adults. Au contraire, ils défendent que ce délai ou ce retour en arrière peut advenir à n'importe quel stade de la vie humaine. All individuals at every phase of their life course can experience such fluctuation and even occasional regressions in their feelings of being adult, in one or more of their life domains, depending upon context, level of self-esteem, and perceived competence in the face of particular life challenges. Finalement, la critique Amy Patty soutient l'idée selon laquelle le Emerging Adulthood se constituerait, à l'instar de la littérature New Adult, comme un méta-récit plutôt que comme un véritable stade développemental. C'est en quelque sorte le discours formulé par les adultes émergents eux-mêmes qui, en agissant comme co-créateurs du phénomène, auraient posé les bases de son existence et engendré la littérature qui lui est associée, la New Adult Literature. The subjects of this meta-narrative can be considered co-creatives of the emerging adulthood that the meta-narrative describes. In this way, New Adult literature might be understood as reflective not only of what Richard Flynn calls the immense power that social, historical, and ideological constrictions have in shaping subjectivity, but also of the potential for these shaped subjects to assert and perhaps even reshape themselves.
Donc, tout comme on peut questionner la validité du concept de l'adulte émergent, on peut s'interroger sur l'authenticité de la New Adult Literature comme catégorie ou genre littéraire spécifique. Qu'y a-t-il de particulièrement neuf ou d'inédit dans le fait de mettre en scène des jeunes adultes aux relations sexuelles plus explicites? Un peu comme pour la théorie d'Arnett, la New Adult Literature, sans être dépourvue d'intérêt pour le monde éditorial, comporte ses failles et incohérences. C'est en réaction à la Young Adult Literature que s'est développée la New Adult Literature. En effet, le concours de St. Martin's Press avait pour objectif de réduire l'écart entre les lecteurs de Young Adult et la littérature commerciale pour femmes de 20 ans et plus. Le potentiel de crossover était prometteur et la stratégie simple. Tout ce qu'il manquait pour attirer ses lectrices plus matures, c'est une trame narrative plus osée. Une fois publié dans une division adulte de Martin's Press, toutefois, la plupart des détaillants, ne croyant pas au potentiel commercial de ces primeurs New Adult, se refusèrent à les distribuer. Il fallut attendre que les auteurs autopublient leurs ouvrages en ligne et en vendent plusieurs centaines de milliers d'exemplaires pour que des maisons d'édition s'y intéressent à nouveau. En 2012, le site Goodreads avait déjà inscrit 12 000 titres New Adult à son palmarès et bon nombre d'entre eux figuraient aussi sur des listes de best-sellers. Si la New Adult Literature a vu le jour grâce à une initiative commerciale, on ne peut néanmoins ignorer que ce sont les insatiables lectrices de littérature numérique qui en ont pavé le succès. Une des différences majeures en New Adult et Young Adult réside dans le rapport de proximité entre l'auteur et son lectorat. Alors qu'en littérature jeunesse, on a affaire à un adulte qui écrit des ouvrages pour enfants et ou adolescents, et donc qui cherche à reproduire une pensée, des préoccupations et un langage qui ne lui appartient plus. Avec la New Adult, on négocie avec un adulte émergent qui écrit pour des adultes émergents. Les auteurs les plus connus du genre, Cora Cormack, Jamie Maguire, Tamara Weber, Colleen Hoover et Jennifer L. Armentrout, étaient toutes dans la vingtaine ou au début de leur trentaine au moment de l'écriture de leur succès New Adult. Both the characters in New Adult and the readership for New Adult are people who are exploring identity, exploring their purposes in life, exploring what's important to them, explique Sarah Frantz, éditrice senior à Riptide. L'entreprise New Adult est donc quelque peu paradoxale. Bien qu'elle soit guidée par des intérêts commerciaux et le désir d'ouvrir un nouveau marché de lecteurs, le résultat est gage d'une authenticité qui fait défaut à la littérature jeunesse. Elle permet à des adultes émergents de refléter leur réalité et leurs intérêts propres. Because the stories are mostly penned by their peers, readers identify with the tone and the immediacy of the storytelling, confirme Julie Naughton. De l'abondant corpus qui est devenu la New Adult Literature, j'ai choisi 3 des best-sellers les plus populaires pour procéder à son analyse. Losing It de Cora Cormack, Beautiful Disaster de Jamie Maguire et Easy de Tamara Weber. Dès les premières pages, l'attrait de la New Adult saute aux yeux. La tension sexuelle est à son comble, le désir tenace, les références à la culture populaire nombreuses et le rythme enlevant. Seul hic, après avoir lu les 3 ouvrages, on reste avec l'impression d'avoir dévoré un seul massif exemplaire. Les thématiques sont les mêmes, les personnages interchangeables et les aboutissements toujours heureux. Le schéma narratif est le même pour les 3 ouvrages. Une jeune universitaire, belle, mais inconsciente de sa beauté, tombe sur un jeune homme magnifique et désiré de toutes. Mais ils ont beau s'enticher passionnément l'un de l'autre, rien n'est moins simple car le garçon en question toujours représente un danger affectif. En gros, c'est le récit d'une impossibilité amoureuse qui finit, après multiples déconvenues, par débloquer. Dans Losing It de Carmack, le dit jeune homme se révèle être le professeur de théâtre de l'héroïne. Excite tout sous-entendu déviant, les tourtereaux ont flirté avant de savoir que l'un était prof et l'autre élève et que seules quelques années les séparent. L'impossibilité demeure et le désir monte. La jeune femme prénommée Bliss, encore vierge à 21 ans, s'évertue à résister aux avances du beau professeur afin de lui éviter tout souci professionnel. En arrière-plan se dessine un triangle amoureux qu'enquête, son meilleur ami se déclare fou amoureux d'elle. Mais Garrick, le sensuel professeur à l'accent british et sa talentueuse étudiante en viennent à éclipser Kate pour vivre leur relation torride en cachette et des années plus tard, ils s'engagent sur la voie du mariage. Dans Easy de Tamara Weber, l'héroïne, victime d'une tentative de viol au premier chapitre, est sauvée de justesse par un Adonis bourru.
Après avoir séché ses premières semaines de rentrée pour cause de peine d'amour, l'héroïne recommence les classes et s'aperçoit que son sauveur assiste au même cours d'économie qu'elle. L'héroïne, qui doit rattraper son retard scolaire, promet au professeur d'y travailler avec le tuteur attitré. D'une part, Jacqueline, l'héroïne, se retrouve à entamer une correspondance avec son tuteur, qui devient de plus en plus charmant, et d'autre part, elle flirte en chair et en os avec son beau sauveur bourru. Lorsqu'elle s'aperçoit que tuteur et sauveur sont la même personne, elle réalise l'ampleur de l'interdit. Impossible de développer des sentiments pour lui parce que la crédibilité académique de Lucas en souffrirait. On retrouve là la même trame dans Easy que dans Losing It. Impossibilité relationnelle, plus tension sexuelle qui atteint des sommets vertigineux, plus triangle amoureux égale aboutissement heureux. Ici, le triangle amoureux se joue entre l'ex qui, après lui avoir brisé le cœur, tente de la reconquérir et le prétendant tuteur interdit. Leur abstinence prend fin quand une scène érotique passionnelle se joue enfin entre Lucas, le tuteur égratigné, et Jacqueline. Il lui annonce également ses plans de la suivre jusqu'au conservatoire de musique où elle a choisi de se spécialiser. Sous-entendu, elle trouve sa voie, ils déménagent ensemble et vivent heureux. Comme pour Bliss dans Losing It, qui, après avoir hésité entre une carrière de metteur en scène et la profession d'actrice, se range du côté de l'interprétation grâce à son amoureux, Jacqueline, au contact de Lucas, se résout à reprendre ses études musicales. L'amour semble fonctionner comme une boussole, aiguillant les jeunes femmes et les orientant dans leurs choix adultes. Dans Beautiful Disaster, le scénario de l'empêchement amoureux ne passe plus par une relation prof-élève ou tuteur-élève. L'obstacle se présente sous la forme de la réputation de l'Apollon. Travis, le plus beau garçon de l'université, est un coureur de jupons. Tatoué et racoleur qui, dit-on, a couché avec toutes les filles à des kilomètres à la ronde. Là encore, l'héroïne de l'histoire est vierge. La farouche Abby tente de résister au charme de Travis l'impétueux qui lui rappelle son passé trouble et le caractère instable de son père. Mais Travis la sauve à plusieurs reprises et risque même sa vie pour elle, lui prouvant ainsi son indéfectible amour. Ils rompent à qui me mieux, ne vivent que pour se toucher et s'embrasser, sont misérables souvent, mais terminent heureux et mariés. À noter, des 3 amants interdits, 2 sont tatoués, tandis que les trois ont un look de bad boy, possèdent de bulging muscles et se promènent à moto. Un peu à l'image de la littérature jeunesse, Young Literature incluse, la New Adult semble emprunter une posture bien pensante, que ce soit lorsqu'il est question des études, de la sexualité ou de la trajectoire vers l'âge adulte. En cela, on peut dire qu'elle modélise un parcours jeune adulte plus ou moins idéal. Sexuellement d'abord, dans 2 cas de figure, Losing It et Beautiful Disaster, les héroïnes sont vierges. Ce Jacqueline, la protagoniste de Easy, est déjà passée à l'acte avec son ex-petit copain. Elle dit cependant regretter ses 3 années gaspillées auprès de son ex. Après la rupture, Jacqueline tente de réhabiliter son prénom et d'abandonner le surnom Jackie qui avait été décerné par son ex Kennedy. On voit là petit... 3 years had passed since I'd gone by Jacqueline, and I fought daily to regain that one original part of myself that I'd put aside for him. It wasn't the only thing I'd given up, or the most important. It was just the only one I could get back. Elle sous-entend là que tout ce qu'elle a abandonné à sa première relation, par exemple sa virginité, est irrécupérable. Elle partage à demi-mot son regret d'avoir été dépucelée par un amoureux temporaire. Pourtant, le moment où Lucas et Jacqueline font l'amour pour la première fois semble justement revêtir des allures de première fois. I'd never kissed anyone like that. I'd never been kissed like that. Quant à lui, Lucas le tombeur admet être nerveux. C'est la première fois qu'il fait l'amour avec une femme qu'il aime. Le modèle privilégié est donc assez clair. Il faut faire l'amour avec le moins de gens possible et idéalement avec son bien-aimé. Cette conjoncture va toutefois à l'encontre des pratiques des adultes émergents qui, dit Arnett, explorent au travers de plusieurs relations avant de se commettre sérieusement à une seule personne. Les trames narratives des 3 romans semblent aussi présenter un double standard sexiste. Cela fonctionne comme si les femmes devaient réfréner leur désir de promiscuité, tandis que les hommes étaient tout disposés à la désinvolture. Ainsi, Abby et sa meilleure amie America, dans Beautiful Disaster, ne se gênent pas pour qualifier les nombreuses amantes de Travis de sluts. Travis, quant à lui, ressort indemne de ses multiples conquêtes. Dans son chapitre sur la sexualité des adultes émergents,
Arnett convoque l'opinion publique des Américains en ce qui a trait à la consommation entre adolescents hors mariage. Celle-ci, ressent-il, reste assez conservatrice. Only 15% of American adults believe that premarital sex is okay for 16 years olds, but if the partners in question are 18, that proportion rises to 55%. En d'autres termes, il serait difficile, en Young Adult Literature, de faire accepter une sexualité adolescente hors mariage saine et assumée. Pour cela, il faut donc attendre que les héros aient atteint l'âge de la majorité. Est-ce que cela voudrait dire que la niche New Adult fonctionne comme une excuse pour rendre politiquement correct le traitement d'une sexualité entre jeunes? C'est l'opinion de la blogueuse Lauren Starner. A New Adult book is basically a young adult book with sex and cursing thrown in. En effet, puisque l'entièreté du corpus New Adult repose sur les thèmes de la sexualité et de la romance, il serait difficile d'envisager la catégorie autrement. Le discours sur la scolarité est aussi révélateur que celui ayant trait à la sexualité. L'éducation supérieure, disent les romans New Adult, doit être prise au sérieux car l'université n'est pas qu'un endroit où faire la fête et des folies. C'est là où les jeunes jouent leur future carrière. Ainsi, les héroïnes des 3 romans sont studieuses et passablement douées. Et leur soupirant toujours l'est encore davantage. Pour preuve, on a un prof de théâtre, un tuteur et un straight-A student. Mais si la plupart des histoires New Adult se déroulent dans les établissements scolaires de cycle supérieur, ce n'est pas seulement pour faire passer un message pro-érudition ou refléter la prolongation des études des adultes émergents. Le College Experience représente un terreau fertile pour les rencontres et scénarios amoureux. Finalement, en ce qui a trait à la trajectoire vers l'âge adulte, elle s'actualise à peu près de la même façon dans les 3 ouvrages. Le but ultime, semble-t-il, est de former un couple stable, débouchant idéalement sur le mariage, de cohabiter avec l'amoureux en question et de poursuivre des études dans la voie la mieux indiquée. Mais qu'en est-il des trajectoires atypiques? Silence radio sur le sujet, les héroïnes appartiennent à la classe moyenne et n'ont pas de problèmes financiers outre mesure. Elles possèdent un réseau d'amis stable, passent plutôt facilement au travers de leurs études et ont une famille, comme plusieurs, fonctionnellement dysfonctionnelle. Elles sont blanches, belles, minces et la vie leur sourit. Au lieu de dépeindre une pluralité de trajectoires expérimentées par des adultes émergents, c'est un seul schéma en apparence idéale qui est ici représenté. Ainsi, la New Adult Literature reproduit certaines failles du modèle d'Arnett. Illustration des libertés plutôt que des contraintes subies, proposition de modèles universels peu représentatifs de la différence et mise en scène d'une transition graduelle, mais en apparence irréversible, vers l'âge adulte. Comme le rappelle Amy Patty, while the New Adult phenomenon has the potential to redirect and refocus our critical interest in young adult literature, it also encourages a type of critical self-reflection emergent in children's and young adult literature, criticism influenced by childhood studies. Positioning itself between adolescent and adult literature, and adult literature, New Adult fiction issues a challenge to an adulthood constructed in both young adult literary texts and institutional discourse as a normative and stable identity position. Il est vrai que les phénomènes de la New Adult Literature et du Emerging Adulthood, tout en rajoutant une couche de complexité aux enjeux de la catégorisation littéraire et sociale, nourrissent le discours sur l'âge adulte. Toutes ces catégories jeunesse se posent par rapport ou en opposition à l'âge adulte, comme si ce dernier devait se fixer indéfiniment et rassembler certains individus autour d'attributs universellement partagés. Or, l'âge adulte semble s'embrouiller au fil du temps, tout comme l'enfance ne cesse de se subdiviser en petite enfance, jeune enfance, préadolescence et j'en passe. La théorie d'Arnett et la New Adult Literature ont à la fois le mérite de redéfinir l'âge adulte et le démérite de manquer en représentativité et en nuances. Faudra-t-il attendre quelques années, comme avec la Young Adult Literature, pour que des modèles pluriels voient le jour? Est-ce que la New Adult passera le cap de la romance pour s'aventurer dans d'autres genres? Ou est-ce que la catégorie s'enfermera-t-elle à jamais dans une harlequinisation homogène? Une chose est sûre, il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de se tailler une place légitime dans le milieu littéraire. En ce qui a trait à la théorie d'Arnett, il m'apparaît difficile de croire que sa terminologie pourra l'emporter sur les autres, et par là, j'entends surtout l'expression « young adulthood ».
Déjà, avant de pouvoir développer l'idée du emerging adulthood, il faudra pouvoir, au sein de l'industrie littéraire états-unienne, appeler un adolescent et non un young adult. Au lieu d'inventer de nouveaux termes, ne pourrions-nous pas nous en tenir à ceux qui existent déjà et leur rendre leur signification ontologique? Merci Marie.